Je vais vous raconter la vie surprenante d'une jeune princesse africaine, nommée Sarah Forbes Bonetta. Sarah Forbes Bonetta, initialement nommée Omoba Ena, était une petite princesse africaine Yoruba, une ethnie au sud-ouest du Nigeria, qui s'est retrouvée très jeune orpheline. En 1848, le village d'Ena est capturé par l'armée d'Aobé. Les parents d'Ena sont capturés et décapités. Les autres résidents seront soit tués, soit vendus dans le cadre de la traite négrière atlantique. Quant à Ena, elle s'est retrouvée à la cour du roi Gezo en tant que jeune enfant esclave. Un jour, le commandant anglais Frederick Forbes, représentant de l'Angleterre, débarque. Le capitaine britannique et le roi Gezo échangent des cadeaux. Le roi Gezo offrit à Forbes un tabouret de riches tissus, des fûts de bière et d'autres richesses. Mais il y avait un cadeau inattendu, une fille captive. L'enfant, qui s'appelait Omoba Ena, avait été capturé 2 ans plus tôt. Il n'est pas très clair si Gezo a offert l'enfant librement ou si c'est Forbes qui a négocié pour elle. Forbes pensait que le fait que le roi Gezo l'avait détenue pendant 2 ans et ne l'avait pas vendue à des marchands d'esclaves signifiait qu'elle était susceptible d'avoir un statut élevé. Il craignait également qu'elle soit destinée à être offerte en sacrifice humain. Le capitaine Forbes a donc pris Ena comme cadeau au nom de la reine Victoria. Avant de retourner en Angleterre, il l'emmena à un ancien port de commerce d'esclaves, où elle fut baptisée Sarah Forbes Bonetta, d'après lui-même et le nom de son navire, HMS Bonetta. Le changement de nom marqua la séparation avec ses racines africaines. Sarah impressionna grandement l'équipage, car elle apprenait très rapidement l'anglais. Quelques mois après leur arrivée en Angleterre, son histoire à Londres fait sensation. Et la reine Victoria, à qui Sarah est présentée, est immédiatement impressionnée par son exceptionnelle intelligence et demanda qu'on la fasse baptiser dans la religion anglicane, devenant expressément sa marraine et participant aussitôt à son éducation. Sarah est dès lors intégrée à la bonne société anglaise et élevée dans un cadre aisé et cultivé. Ainsi commença l'extraordinaire transformation de la vie de Sarah. Elle resta d'abord avec la famille du capitaine Forbes et rendait visite régulièrement à la reine Victoria. Forbes était ravi de ses progrès. Dans son journal, il écrit « C'est un génie parfait. Elle parle maintenant bien l'anglais et a un grand talent pour la musique. Elle est bien en avance sur n'importe quel enfant blanc de son âge, en termes de capacité d'apprentissage, de force d'esprit et d'affection. » En 1851, en raison d'une mauvaise toux attribuée au climat de la Grande-Bretagne, qui était soi-disant mauvais pour les personnes d'Afrique, Sarah fut envoyée dans une école en Afrique en mai de la même année, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Malgré son départ d'Angleterre, la reine a continué à lui montrer un intérêt, en lui envoyant des cadeaux et des livres. 4 ans plus tard, Sarah se plaignant de solitude chez les sœurs, elle finit par obtenir de la reine le droit de retourner en Angleterre, en 1855, à l'âge de 12 ans. La reine confie son éducation à la famille Sean, qui résidait à Gillingham. Pendant cette période, Sarah rend régulièrement visite à la reine, toujours impressionnée par ses talents, comme elle le dit dans son journal. Depuis son arrivée dans le pays, elle a fait des progrès considérables dans l'étude de la langue anglaise, manifestant un grand talent musical et une intelligence hors du commun. Ses cheveux sont courts, noirs et bouclés, indiquant fortement son ascendance noire. Ses traits sont agréables et fins. Ses manières et sa conduite douces et affectueuses envers tous. En 1862, à l'âge de 19 ans, elle est invitée au mariage de la fille aînée de la reine,
la princesse Victoria, qui épouse l'héritier du royaume de Prusse, futur Frédéric III. C'est vous dire à quel point Sarah comptait énormément pour la reine Victoria. Environ un an plus tard, il est l'heure pour Sarah de se marier. Elle a 20 ans. Victoria lui propose le parti du capitaine James Labulo Davis, un riche homme d'affaires du Sierra Leone, d'origine Yoruba, qui vit en Angleterre. Mais Sarah rechigne. Elle est alors envoyée reprendre ses esprits chez deux vieilles dames à Brington, qui la remettent dans le droit chemin en l'étouffant d'ennui. Les noces auront lieu 2 mois plus tard à Brington. Le mariage a suscité un grand intérêt de la part des gens. Ce niveau d'attention était typique de ce à quoi Sarah s'attendait en tant que soi-disant princesse africaine. Les journaux de l'époque ont rapporté que c'était un mariage véritablement princier, constitué de 10 équipages et 16 demoiselles d'honneur, parmi lesquelles les princesses de sang royal avaient pour cavaliers d'un jour des membres de l'ethnie Yoruba. Peu de temps après leur mariage, Sarah et James ont fait réaliser une série de photographies par le célèbre photographe de l'époque, Camille Sylvie, soulignant leur statut dans la société. Bien qu'un mois plus tard après leur mariage, Sarah porte tout de même sa robe de mariée. Sarah tient un livre, signe de son éducation. Sur sa main gauche, des anneaux sont clairement visibles, alors qu'elle s'appuie contre le bureau derrière elle. Le couple s'installe brièvement à Bristol, avant de retourner dans leur Afrique natale, où Sarah sera enseignante dans une école et voyagera avec son mari dans le cadre de son travail. Malgré les plusieurs kilomètres qui la séparent de l'Angleterre, Sarah continuera à entretenir une relation cordiale avec la reine Victoria. James et Sarah auront leur première fille en 1863. Ils la nommèrent Victoria, en honneur à la reine Victoria, qui sera aussi sa marraine. Leur fille épousera le docteur John Randall, devenant ainsi la belle-mère de son fils, qui sera plus tard un grand homme d'affaires nigérian, J.K. Randall. Leur deuxième enfant sera un fils, du nom de Arthur, né en 1871. Ce sont malheureusement les seules informations que j'ai pu trouver à son sujet. Leur deuxième fille, Stella, née en 1873. Elle se mariera avec Herbert Macaulay, le petit-fils du premier évêque noir de l'histoire de l'anglicanisme. Plus de 10 ans plus tard, Lady Sarah et sa fille Victoria rendent visite à la reine. Ce sera la dernière fois pour Sarah, dont la bronchite se transforme en tuberculose. Elle se rendit à Madère, espérant que son climat tempéré l'aide à améliorer son état. Mais elle y mourut, le 15 août 1880, à l'âge de 37 ans. La fille de Sarah, Victoria, alors âgée de 17 ans, apprit la nouvelle de la mort de sa mère alors qu'elle se rendait rendre visite à la reine, qui a déclaré « Ma filleule noire qui a appris ce matin le décès de sa mère était terriblement bouleversée et affligée. Son père a fait faillite, ce qui a aggravé la maladie de sa pauvre mère. Je lui donnerai une rente. » La reine a ensuite payé pour que Victoria fasse des études et est restée en contact tout au long de sa vie. James, le mari de Sarah, érigea en sa mémoire un monument en forme d'obélisque en granit, de plus de 8 pieds de haut, à Aijon dans l'ouest de Lagos, où il avait commencé une plantation de cacao. L'inscription sur l'obélisque se lit comme suit: à la mémoire de la princesse Sarah Forbes Bonetta, femme de James Benson Labulo Davis, qui a quitté cette vie à Madère le 15 août 1880, âgée de 37 ans. Aujourd'hui, sa tombe porte le numéro 206, dans le cimetière britannique de Funchal, près de l'église anglicane Holy Trinity. Une plaque commémorative de Forbes Bonetta a été placée à Palm Cottage en 2016 dans le cadre de la série télévisée Black and British.
Beaucoup des descendants de Sarah vivent maintenant en Grande-Bretagne ou en Sierra Leone. Une branche distincte de la famille de Randall de Lagos reste importante dans le Nigeria. Une descendante de la lignée de Sarah était l'héroïne Ameo Adadevoh, connue pour avoir eu un rôle clé dans la lutte contre la propagation du virus Ebola au Nigeria. La vie de Sarah Forbes Bonetta a suivi un chemin remarquable. Son histoire n'est pas typique des femmes noires dans la Grande-Bretagne victorienne. Mais il est intéressant pour ce qui relève des attitudes victoriennes envers la race. Pas seulement de la reine Victoria, mais de ceux qui considéraient sa vie comme une expérience sociale. Ces réalisations ont été vivement observées par ceux des côtés opposés au débat sur la question de savoir si l'Afrique pouvait être civilisée sous la direction des Britanniques. Quant à Sarah elle-même, on ne peut que se demander ce qu'elle a fait de son parcours, d'une enfance traumatisante à une éducation privilégiée, contrôlée et façonnée par le souverain le plus puissant du monde, loin du lieu et de la culture de sa naissance. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.